Salut, c'est Hugo et aujourd'hui je réponds à toutes vos questions concernant l'élection d'Emmanuel Macron et le nouveau gouvernement. Alors, vous m'avez envoyé toutes vos questions dans les commentaires, mais surtout sur Snapchat. D'ailleurs, merci beaucoup pour toutes vos questions. J'ai pas pu répondre à tous individuellement, mais j'essaie de le faire le plus possible. J'ai donc regroupé les questions qui sont le plus revenues et je vais y répondre. Alors, une première question, une question de Isaline sur Snapchat. Est-ce que le gouvernement présenté correspond à ce qu'avait promis Emmanuel Macron? Alors du coup, j'ai décidé de mettre plusieurs critères pour répondre à cette question. Le premier critère, c'est la parité. Ça a été plus ou moins respecté. Il avait dit qu'il allait mettre la parité dans son gouvernement. Il y a 11 hommes et 11 femmes, sauf si jamais on compte le Premier ministre Édouard Philippe. Dans ce cas, ça fait évidemment 12 hommes et 11 femmes. Autrement, c'est une parité qui est plus ou moins respectée. Pourquoi est-ce que je dis plus ou moins? Parce qu'il y a eu certaines critiques quand même sur la répartition au sein de ce gouvernement entre les hommes et les femmes. Déjà, le fait que effectivement, on a 3 ministres d'État qui sont des hommes, Gérard Collomb, Nicolas Hulot et François Bayrou, et aussi le fait que les femmes sont davantage sur des ministères ou des secrétariats d'État liés aux questions de société, avec quand même une grosse exception, il faut quand même du coup le noter, Sylvie Goulard qui est ministre des Armées. Deuxième point important pour voir si jamais Macron a respecté ses engagements, c'est concernant la société civile. Il a dit qu'il y en aurait beaucoup, il y en a effectivement beaucoup. La moitié en fait, 11 personnalités, on pourrait les qualifier comme issues de la société civile, donc c'est la moitié du gouvernement et c'est plus que les anciens gouvernements. J'ai pas fait une statistique pour chaque gouvernement, mais c'est plus que les anciens, en tout cas ceux que j'ai regardés. Ensuite, en mars, au JT de TF1, il avait annoncé que si jamais il était élu, son gouvernement serait composé de 15 ministres. Alors ça, en l'occurrence, ça n'a pas du tout été respecté. Comme je vous l'ai dit, on a 22 ministres, 23 chez mon compte Édouard Philippe, mais en général, on ne compte pas quand on compte le nombre de ministres. Donc voilà, 22 ministres et non 15, donc là-dessus, ça n'a pas été respecté. Et enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque ministère et chaque élément, mais Emmanuel Macron avait promis un ministère plein et entier du droit des femmes. Et au final, donc, on n'a pas de ministère, mais on a seulement un secrétariat d'État qui est rattaché au Premier ministre. Alors, prochaine question, de quel bord politique sont issus les nouveaux membres du gouvernement? Alors, si jamais tu veux les détails, je te renvoie à ma dernière vidéo parce que j'ai vraiment détaillé par ministre. Mais là, du coup, pour faire simple, on a 2 ministres les Républicains, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. 3, bien sûr, si jamais on compte Édouard Philippe. Sachant que sur ces 3 ministres les Républicains, ça mérite quand même d'être noté. Hier soir, ils ont été exclus par le bureau des Républicains. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus membres des Républicains. Pourquoi est-ce qu'ils ont été exclus? Justement, pour avoir rejoint les gouvernements. Mais voilà, en théorie, 3 personnes issues des Républicains, 6 issues de la gauche, du PS bien sûr pour la plupart, et 3 du Modem, le parti de François Bayrou, avec notamment bien sûr François Bayrou lui-même. Donc voilà, ça fait 3 Modem, 6 issus de la gauche, 3 des Républicains et le reste est issu de la société civile. Prochaine question, alors je suis désolé, j'ai pas noté ton nom. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir un gouvernement si jeune par rapport aux années précédentes? Alors en fait, il n'est pas si jeune que ça. Si on prend l'âge moyen que d'ailleurs le Monde a calculé, je me suis pas fait chier à le calculer, le Monde avait déjà fait, donc j'ai repris ce chiffre. L'âge moyen est de 54 ans, donc c'est plus ou moins le même âge moyen que sur les gouvernements précédents, en tout cas sous Hollande. Parmi les ministres les plus jeunes, on a Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, qui a 33 ans. On a Marlène Schiappa à l'égalité entre les femmes et les hommes et Gérald Darmanin qui ont 34 ans. Et à l'inverse, pour les ministres les plus vieux, ils sont 3 à avoir 69 ans. Jacques Mézard à l'agriculture, Jean-Yves Le Drian à l'Europe et aux affaires étrangères et Gérard Collomb à l'intérieur. Prochaine question, Lucas Boucher qui demande quels sont les ministères qui ont disparu et ceux qui ont été renommés. Alors en fait, ce qu'il faut voir, et c'est extrêmement important, c'est qu'il n'y a aucune mission qui disparaît entre les différents gouvernements. Par exemple, on n'a plus de ministère de la Défense, mais on a un ministère des Armées qui remplit la même fonction. Parfois, on a aussi des ministères qui disparaissent. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus de ministère du Logement, mais ces questions-là sont rattachées au ministère de la Cohésion des Territoires. Et en fait, ces changements de nom, c'est pas si anodin que ça, et en fait, c'est pas mal symbolique. Par exemple, on n'a plus de ministre, je l'ai dit, du coup, de la Défense, mais on a un ministre des Armées. On sait que Macron, il est favorable au service militaire. Il a remonté les Champs-Élysées lors de sa passation de pouvoir dans un char de commandement. Et donc, il y a une symbolique forte, finalement, autour du rôle de l'armée. Autre exemple pour compléter, Jean-Yves Le Drian est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pas seulement ministre des Affaires étrangères. Donc là aussi, pour Macron, l'objectif c'est de montrer que l'Europe c'est au cœur de son quinquennat, au cœur de son programme et donc que c'est un élément important pour lui. Bref, prochaine question, on passe probablement à la question la plus importante, enfin celle en tout cas qui m'a été le plus demandée. Est-ce que le gouvernement va changer à l'issue des élections
élections en juin. Alors effectivement, en juin, c'est les élections législatives et il y a 6 candidats aux législatives parmi les ministres qui ont été annoncés hier. On a Bruno Le Maire, Richard Ferrand, Annick Girardin, oui je lis parce que je les connais pas tous, Marielle de Sarnez, Christophe Castaner et Mounir Majoubi. Donc il y a 6 ministres qui sont aussi candidats aux législatives. Un élément très important, c'est que si jamais ils remportent pas l'élection législative en juin, ils seront contraints de démissionner. Tous ceux que je viens de citer ici, Emmanuel Macron l'a réaffirmé, si jamais ils perdent législatives, ils seront contraints de démissionner. Donc c'est une sorte de vote de confiance à l'échelle locale. À l'inverse, s'ils gagnent, évidemment, ils vont pas siéger à l'Assemblée et proposer une loi au Conseil des ministres et derrière la voter à l'Assemblée. Donc ce sera leur suppléant qui va siéger à l'Assemblée nationale. Et si un jour, ils sont plus ministres, ils reprendront leur poste, si jamais c'est durant la durée du mandat, évidemment. L'autre élément qui pourrait beaucoup chambouler le gouvernement, c'est si la majorité des députés élus à l'Assemblée nationale en juin n'est pas en marche. En effet, le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Autrement dit, si jamais on a une majorité parlementaire, les Républicains, c'est un autre Premier ministre issu des Républicains qui devra remplacer l'actuel. Et pour ce qui est du gouvernement, le président de la République perd tout pouvoir dans la nomination du gouvernement, sauf pour les fonctions dites réservées au chef de l'État, donc la défense et les affaires étrangères. Alors, une question de JBiz sur YouTube, quels sont les points positifs et négatifs de ministres issus de la société civile? Alors, le principal point positif, en tout cas qui est souvent évoqué, c'est le fait qu'on a effectivement des gens qui ont évolué dans le milieu dans lequel ils exercent maintenant leur fonction de ministre, et donc ils connaissent le terrain, ils connaissent les différents éléments très bien, parce que tout simplement ils en sont issus et c'est pas des politiques qui n'avaient rien à faire finalement avec ce ministère avant. Le principal point négatif, c'est peut-être un risque un peu plus important de conflit d'intérêts parce qu'ils évoluent dans ce milieu. On peut imaginer que potentiellement ils favorisent un acteur ou un autre de ce milieu-là. Après, ça reste à relativiser déjà parce que je pense que Macron a fait le nécessaire pour pas se retrouver avec des affaires dans quelques jours liées à ses ministres. Et au-delà de ça, on a aussi des conflits d'intérêts avec des ministres classiques issus du milieu politique, avec le poids des lobbies, etc., etc. Prochaine question de Taoufik sur Snapchat. Est-ce que Macron garde un œil pour les prochaines présidentielles de 2022 à travers ses nominations, ou bien est-ce trop tôt pour le voir comme ça? Alors moi, ce que je serais tenté de te dire, c'est que pour pouvoir être élu en 2022, il faut que son quinquennat soit une réussite. Autrement dit, là, son gouvernement, là, quand même, le principal objectif de son gouvernement, c'est que ce soit une réussite sur tous les plans. Après, il y a peut-être aussi effectivement dans la nomination de ce gouvernement un objectif politique, notamment affaiblir les Républicains en nommant Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Édouard Philippe. Mais bon, de là à dire que c'est pour 2022, etc., on en est encore très très loin, ça a le temps d'évoluer. Moi, je pense que le principal objectif de Macron aujourd'hui, c'est tout simplement la réussite de ses premiers mois pour réussir ensuite son quinquennat. Bref, prochaine question de Stacy sur Snapchat. Est-ce que être ministre d'État apporte de réels avantages? Non, pas du tout. Ça, ministre d'État, donc je rappelle, il y a François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb qui le sont. C'est purement honorifique, ils ont été cités en premier. C'est une sorte de distinction subjective par le président de la République, mais il n'y a aucun avantage à part ça. Une question de Thibaut 140 sur Snapchat. Bruno Le Maire va-t-il appliquer le programme économique de Macron ou celui qu'il nous a proposé lors des primaires de la droite et du centre? Alors non, il va appliquer effectivement le programme d'Emmanuel Macron, mais un mandat de 5 ans, c'est un mandat qui est quand même assez long et les présidents mettent souvent en place des mesures qui n'étaient pas de base dans le programme qui était le programme durant la campagne présidentielle. Autrement dit, on peut imaginer que là, de toute façon, l'orientation, elle est très claire. En nommant Bruno Le Maire, c'est une orientation qui est très libérale. Et donc, on peut imaginer, si jamais il y a d'autres mesures, en fait, qui sont proposées durant le quinquennat, elles ont effectivement cette orientation très libérale qui est incarnée notamment dans le paysage politique français par Bruno Le Maire. Alors, une dernière question, une question de Flo de Lambe sur Snapchat. Je sais jamais comment prononcer les pseudos, désolé. Est-ce que ça va vraiment disloquer la droite, le fait que le Premier ministre soit les Républicains? Alors, comme je vous avais dit, effectivement, maintenant, Édouard Philippe n'est plus les Républicains, comme Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui ont été exclus. Par contre, je pense quand même que effectivement, En Marche et Emmanuel Macron est vraiment en train de changer radicalement les Républicains et on va assister à des changements importants dans les semaines à venir. Alors là, on est totalement dans de la politique fiction, on essaie d'imaginer tous les scénarios possibles, etc. Donc il n'y a rien de totalement factuel, mais on peut imaginer effectivement, une sorte de droitisation des Républicains avec une partie des Républicains actuels qui quitterait en fait les Républicains pour rejoindre En Marche et être en tout cas sur une ligne un peu plus droite, centre-droit. En fait, en réalité, on peut imaginer beaucoup de scénarios et donc c'est vraiment très peu précis d'en parler comme ça, donc je vais pas trop développer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un coup dur pour les Républicains parce qu'effectivement, Édouard Philippe, issu des Républicains, Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, c'est quand même un poste extrêmement important et qui est lui aussi issu des Républicains, sans compter Gérald Darmanin. Donc voilà, c'est un coup dur pour les Républicains parce que En Marche va effectivement du côté va chercher des électeurs, mais aussi des élus
et des membres du bureau politique des Républicains. De là à dire que le parti Les Républicains est mort, c'est loin d'être le cas. Je pense que de toute façon on y verra un petit peu plus clair après les élections législatives selon le score des Républicains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas évidemment. J'espère que vous appréciez le rythme de vidéos actuel. Je profite du fait que je suis en vacances déjà pour produire beaucoup de vidéos, aussi pour bosser sur des nouveaux projets à venir pour la chaîne. Je vous en parlerai d'ici quelques jours, mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à tous les tipeurs, tous ceux qui font des dons sur Tipeee, vraiment ça m'aide énormément justement à développer les projets à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Dans la description, vous retrouvez des liens pour en savoir plus et nous on se dit à très vite.